Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des ondes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Emmanuel Macron annoncera dans les prochaines semaines des mesures pour lutter contre le communautarisme. C'est ce qu'il dit à nos confrères de RTL, le chef de l'État qui rencontre ce matin les représentants du Conseil français du culte musulman. On en parle avec le sénateur centriste de la Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canellas, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous retournons en Seine-Maritime, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Où en est-on? C'est ce que vous verrez. Et enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu, au menu notamment la Corse qui vise l'autonomie énergétique d'ici 2050. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 28 octobre. La mort du chef de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi, elle a été annoncée hier par Donald Trump. Pour Emmanuel Macron, c'est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape. Le chef de l'État pour qui la défaite définitive du groupe État islamique est la priorité de la France. Et puis Christophe Castaner alerte les forces de l'ordre sur d'éventuels actes de vengeance. Il les appelle à la plus extrême vigilance. Trafic ferroviaire toujours perturbé. Aujourd'hui, seulement 3 trains sur 10 seront en circulation sur la ligne TGV Atlantique. À l'origine de ces perturbations, une grève d'agents spécialisés dans la maintenance de ces rames au Technicentre de Châtillon. Avec le sénateur du jour, il est élu de Seine-Saint-Denis, siège dans le groupe centriste et questeur du Sénat. Bonjour Vincent Capo-Canellas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de vous entendre sur cette actualité chargée, on va écouter le président de la République. Il s'exprimait ce matin chez nos confrères de RTL. Et il s'exprimait sur la question de la lutte contre le communautarisme. On l'écoute. Ce que j'ai demandé au gouvernement et que j'annoncerai dans les prochaines semaines, parce que c'est là ma priorité, c'est véritablement en éducation, la santé, le travail, les différents services, le public, de mettre tout en place pour lutter contre ce communautarisme. Ce qui veut dire avoir des mesures d'interdiction, ce qui veut dire dissoudre parfois certaines associations encore davantage, ce qui veut dire interdire certaines pratiques qui se sont installées et qui ne sont pas conformes aux lois de la République, mais ça veut dire là être intraitable avec les lois de la République. Et puis enfin, il y a la question de l'islam, d'une religion. Je m'apprête à voir les représentants du Conseil français du culte musulman. Je vais continuer ce travail, mais il doit être d'abord fait à bas bruit, parce qu'on a souvent échoué, mais qui est de voir comment nos concitoyens, dont la religion est l'islam, peuvent vivre tranquillement leur religion en respectant absolument toutes les lois de la République. Vincent Capo-Canellas, on entend Emmanuel Macron dire qu'il annoncera dans les prochaines semaines des mesures de lutte contre le communautarisme. Pour vous, quelles doivent être ces mesures? Quelle doit être la priorité? Je pense que le président d'abord a raison de réaffirmer qu'il faut prendre ces sujets globalement. On est dans un contexte qui est tendu, qui est difficile, et il n'y a pas que l'actualité du voile. Il y a un sujet global qui est comment on lutte contre la radicalisation et comment on fait que la France reste une république laïque qui aussi fait société ensemble, où chacun adhère à des valeurs qui sont les valeurs de la République, avec une histoire, avec des traditions, avec le respect de la femme, et ça fait partie de notre corpus. Et donc la réalité, c'est que le communautarisme est un mal que nous devons combattre, et si le président de la République décide d'une vision d'ensemble, j'en suis d'accord. Il y a des mesures à prendre au niveau du culte musulman, d'organisation de ce culte-là, et le dialogue est la bonne solution. Si le président reçoit ce matin les représentants du Conseil français du culte musulman, je crois que c'est une bonne chose. Nous ne devons pas jeter la pierre à l'ensemble de la communauté musulmane. La très grande majorité des musulmans veut vivre en France avec les valeurs de la République. Il y a une infime minorité qui pose problème, qui pose question. Il peut y avoir des sujets sur la gestion du culte musulman, et là, il faut les aborder avec une infinie prudence. Nous sommes la République, nous ne devons pas interférer dans la gestion des cultes, mais on voit tous qu'un certain nombre d'imams posent question, posent problème, et qu'ensuite, dans les services publics, dans la société en général, encore une fois, le respect de la femme est un élément majeur. On ne peut plus admettre que dans certains établissements, dans certains bars, dans certaines rues, les femmes soient montrées du doigt, soit subissent des insultes, parce que simplement, elles sont vêtues comme une femme européenne l'est aujourd'hui. Voilà. Et ça fait partie des choses que nous devons réaffirmer. Rappeler aussi que dans l'école, l'enseignant
est sacré et que l'autorité de l'enseignant est une chose qui compte. Voilà quelques exemples et il nous faut sereinement, sans être trop démonstratif aussi, sans vouloir faire des lois d'affichage, il nous faut conduire une réflexion et des mesures concrètes sur un sujet qui est par essence difficile, mais qui a trop longtemps été laissé de côté. Vous parlez de lois d'affichage. Quelles lois pour vous sont des lois d'affichage? On sait qu'il y a des lois qui vont être examinées, notamment une demain sur l'interdiction des accompagnants voilés pendant les sorties scolaires, une autre sur l'interdiction des listes communautaristes de Bruno Retailleau. C'est des lois d'affichage, ça, pour vous? Nous aurons le débat au Sénat et il faut que le Sénat aborde ces questions-là comme il sait le faire, c'est-à-dire avec sa tradition qui est celle de défense des libertés. Le président Larcher hier a fixé un cadre. Il a rappelé que, quelque part, même si on peut parfois être choqué de voir des femmes voilées, ça fait partie des libertés de se vêtir dans l'espace public. Et donc il faut que le Sénat réaffirme cela. En même temps, donc, sur la PPL, la proposition de loi de demain sur l'interdiction des... Je suis plus sur la ligne Larcher que sur la ligne Retailleau, pour dire les choses très clairement. On verra ce que va faire le groupe Union Centriste sur ce texte-là. Mais je crains que ça ne soit une loi de circonstance, bâtie un petit peu à la va-vite. Et ce que nous souhaitons, c'est aborder l'ensemble de la problématique. En fait, cette loi, c'est presque trop peu et trop à la fois. Et il faut une démarche construite de fermeté, mais aussi de dialogue. Ne pas tout stigmatiser sur la question du voile pour les sorties d'école, qui n'est qu'un élément du problème. Et il faut surtout le faire dans la sérénité et dans le dialogue avec nos compatriotes musulmans. Donc c'est-à-dire que demain, vous ne voterez pas forcément la loi? Vous savez déjà ce que vous faites? À ce stade, je n'envisage pas de la voter telle qu'elle est. Et je trouve qu'il y a une maladresse à poser ce genre de débat au moment où le Front National l'a mis à l'agenda politique de cette manière-là. Voilà, la société française gagnerait à aborder ces questions autrement que sous forme de coup politique. Donc pour vous, ça c'est une loi d'affichage, une loi de circonstance demain? Nous verrons le débat et nous verrons ce qui en sortira. Le Sénat a toujours su aborder ces questions avec sérénité, rappelant des principes, étant intransigeant sur un certain nombre de valeurs, mais il doit le faire sans être dans la polémique politicienne comme à l'Assemblée nationale. On n'est pas là pour faire des coups, on est là pour être législateur et traiter des sujets de fond, société. Tout ceci touche à l'intime, touche au choix de chacun, et il faut le faire avec une infinie prudence, mais fermeté. Sur l'autre loi, celle de Bruno Retailleau, puisque vous en parliez, l'interdiction des listes communautaristes aux élections, là vous êtes pour, vous êtes contre? C'est une question qu'il faut regarder là aussi sous l'angle malheureusement juridique. Évidemment, sur le principe, on n'est pas favorable à des listes communautaires. Mais il y a des questions qui se posent, qui sont d'ordre constitutionnel là-dessus. Le ministre Castaner a annoncé une vigilance des préfets. Je ne suis pas sûr que cela suffise, mais ce que nous cherchons, c'est la manière qui pourrait permettre d'atteindre la cible, c'est-à-dire de faire que la société française ne se fragmente pas et qu'il n'y ait pas des listes qui soient représentantes uniquement de communautés. Ça se fera sous le contrôle du juge. Voilà, il y a un débat juridique qui n'est pas clos aujourd'hui là-dessus. Et c'est pas forcément, ça ne doit pas passer par une nouvelle loi comme le veut Bruno Retailleau, c'est ce que vous dites? Si c'est une loi de circonstance de dernière minute, je pense que le panel juridique aujourd'hui met à disposition des préfets et des tribunaux des moyens pour le faire. Est-ce que le groupe Union Centriste est divisé sur ces deux lois ou il y a unité de position? Le groupe Union Centriste a une tradition de liberté de vote sur tout ce qui touche aux questions de conscience et je pense qu'on s'achemine sans doute vers une liberté de vote. Demain, les débats dans le groupe permettront sans doute de le confirmer sur ces questions-là. Ce qui nous réunit, c'est la défense de la République, de la laïcité, le fait de regarder les choses telles qu'elles sont et pas simplement d'être dans le démonstratif parfois un peu superfétatoire. Vous nous dites, je suis plus sur la ligne Larcher que sur la ligne Retailleau. Pour vous, clairement, il y a divergence, il y a deux lignes opposées entre le président du Sénat et le patron du Sénateur et les Républicains? J'ai simplement noté tout à l'heure que le président du Sénat hier a souhaité réaffirmer qu'il y avait des libertés qu'il fallait défendre, y compris celle de se vêtir dans l'espace public. C'est un débat qu'on aura ici en toute sérénité, mais je pense qu'il faut savoir surtout, et c'est ce que fait souvent le président Larcher, aborder ces questions avec des valeurs, mais aussi sans vouloir aller trop dans la politique politicienne. Le Sénat est une assemblée qui sait se positionner sur les questions de fond. Oui, il y a un problème de communautarisme. Oui, il faut défendre la laïcité. Oui, on a parfois trop laissé le sentiment que la société française se diluait, mais en même temps, on ne doit pas montrer du doigt une religion et on doit le faire avec des principes du droit. Vous parliez de Gérard Larcher, on le disait, il a donné hier un entretien dans le journal du dimanche. Il dit qu'il y a un sujet à régler dans les relations avec l'islam et que ne pas le traiter serait une faute politique. Il a raison, Emmanuel Macron doit traiter ce sujet. Le président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu'il y ait d'abord un débat au Parlement
sur les questions de frontières, sur les questions de migrants, les questions d'immigration. Et ce débat a eu lieu, je crois que c'est une bonne chose. Ensuite, vient maintenant à l'agenda les discussions que le président entame avec la religion musulmane, avec les autorités de la religion musulmane. Et puis vient cette question de la lutte du communautarisme, qui a toujours été présente d'ailleurs dans le débat, malheureusement, sous l'angle du terrorisme. Donc toutes ces questions sont présentes à l'agenda. Le président du Sénat est dans son rôle en mettant le curseur là-dessus et en appelant à des mesures fortes. Je rejoins là-dessus. Emmanuel Macron, ce matin, on l'entendait, disait qu'il faut être intraitable avec les lois de la République. Est-ce que pour vous, la République a été trop laxiste dans certains quartiers, dans certains territoires ? On le vit au quotidien. Il y a des endroits où, effectivement, la question se pose et où il faut réaffirmer l'autorité. Je dis tout à l'heure, l'éducation, faire confiance aux enseignants, réaffirmer que lorsque on vient à l'école de la République, on accepte des règles qui sont celles de l'égalité. Et là-dessus, il faut vraiment être aux côtés de nos enseignants, des directeurs d'école en particulier. C'est vrai aussi dans tout ce qui concerne la sécurité, notamment rappeler qu'il ne doit pas y avoir de territoire perdu de la République. Ça fait partie des points qui sont majeurs pour nous, bien évidemment, mais c'est aussi tendre la main à ceux qui veulent s'intégrer, et ceux qui réussissent, ne pas stigmatiser, mais réaffirmer des valeurs. Voilà, c'est une position d'équilibre que le Sénat doit défendre, de mon point de vue. Allez, on va passer à un autre sujet, Vincent Capo-Canellas, c'est le budget, sujet que vous connaissez bien. Il va arriver au Sénat, mais en ce moment, c'est l'Assemblée nationale qui l'examine et elle a voté une hausse de la taxe sur les billets d'avion. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Vincent Capo-Canellas. Bonjour. Alors Alex, c'est le retour de l'écotaxe, mais cette fois-ci pour les avions. Et oui, toutes les compagnies aériennes françaises vont payer cette écotaxe à partir de 2020. Et concrètement, cela va se ressentir sur le prix des billets d'avion qui vont augmenter l'année prochaine. Alors par exemple, pour les vols en classe économique, le billet d'avion devrait augmenter entre 1,50 € et 3 €. Pour les vols en classe affaires, eh bien, le billet augmentera entre 9 et 18 €. Alors cette écotaxe sur le secteur aérien devrait permettre de récolter 230 millions d'euros, une somme qui va permettre de financer les infrastructures de transport durables bénéfiques à l'environnement. Autrement dit, l'avion va payer pour le train. Alors, toutes les destinations, toutes les lignes aériennes ne vont pas payer cette écotaxe. Certains territoires enclavés où l'avion coûte déjà très cher vont être exemptés de cette taxe. C'est le cas notamment pour tous les vols à destination de la Corse, pour les vols à destination également de l'outre-mer. Et puis, normalement, les petites lignes aériennes dites lignes d'aménagement du territoire, c'est par exemple des lignes comme Paris-Aurillac, eh bien, normalement, ces petites lignes seront exemptées. C'était en tout cas une demande forte du Sénat qui a beaucoup travaillé pour préserver ces petites lignes territoriales dans le cadre notamment d'une mission d'information. Toujours est-il que le secteur aérien devrait être frappé par cette écotaxe sur les compagnies aériennes, alors que 2 compagnies françaises ont déjà fait faillite récemment, XL Airways et Aigle Azur, une écotaxe qui tombe très très mal. Merci beaucoup Alex pour toutes ces explications. Vincent Capo-Canellas, est-ce qu'il faut conserver cette mesure? Est-ce qu'au Sénat, vous allez la défendre? D'abord, j'observe que c'est une mesure qui a l'allure d'une taxe environnementale et qui n'en est pas une. C'est une mesure de rendement qui va permettre à l'État de faire rentrer de l'argent pour financer autre chose. Ce n'est pas une mesure incitative. La vraie question, c'est comment on fait pour que le transport aérien se verdisse et fasse sa transition environnementale. C'est malheureusement long et difficile. Là, le gouvernement avait besoin d'argent et il a fait ce qu'il avait déjà fait, qui était une erreur auparavant, c'est-à-dire taxer et pour un objet qui n'est pas celui qui est annoncé. Parce qu'en fait, on taxe l'aérien et on va financer le ferroviaire qui est déjà assez largement, très largement subventionné et qui a ses propres difficultés. Voilà, je regrette cette mesure. Elle va à rebours de tous les sujets d'emploi, de compétitivité du transport aérien. La France a un rôle particulier dans ce domaine-là. Elle a été pionnière, elle a une vision mondiale, elle a une reconnaissance mondiale. Et malheureusement, la France perd des parts de marché. Ça vient d'être rappelé à l'instant, deux compagnies, ça fait 1700 emplois qui ont été supprimés, 2 compagnies qui tombent, c'est dramatique. XL Airways avec l'Azur, cette taxe, ça risque de fragiliser encore un peu plus les compagnies aériennes françaises pour vous? C'est une taxe qui va ajouter des surcoûts que les passagers auront à payer in fine sans doute, mais que les compagnies vont d'abord subir. Et ça va à l'encontre de l'emploi, de la compétitivité, de la connexion de la France avec le monde entier. Et il y a une forme de populisme dans cette taxe-là, je veux le dénoncer. Ça revient à clouer au pilori le transport aérien.
chacun le sait, il doit accomplir sa mutation. Il faut se concentrer sur le carburant vert, le biocarburant. Il faut se concentrer sur l'hydrogène, sur l'avion électrique de demain. Ce sont des solutions qui mettront 20 ans, mais il faut soutenir la filière pour qu'elle fasse ça. S'il y avait une taxe qui vienne abonder ces questions-là, biocarburant, hydrogène, avion électrique, pourquoi pas. Mais là, c'est une taxe de pur rendement. On prélève dans la poche du voyageur et on affaiblit les compagnies et l'emploi. Vous avez l'impression que le gouvernement tape trop sur l'avion, stigmatise trop les passagers qui prennent l'avion? Je me demande s'il n'y a pas un gilet jaune qui finalement a pris le pouvoir dans certaines têtes. Parce qu'on en vient à être contre toute rationalité là-dessus. Et j'ai entendu certaines réponses gouvernementales qui m'ont un peu étonné. De la part de qui? Madame Borne, la semaine dernière, a fait des réponses au Sénat qui étaient quand même dans un registre que j'ai trouvé limite du populisme. Il ne s'agit pas de montrer du doigt les professionnels des transports aériens qui font bien leur travail. Et je regrette qu'on en vienne là. Il faut revenir à un débat serein. J'essaierai d'y contribuer dans le cadre du débat budgétaire ici dans cette maison. Bon, en tout cas, clairement, on a bien compris, vous vous opposerez à cette mesure. Puisqu'on parle des lignes aériennes, vous avez présidé une mission d'information sur le transport aérien et l'aménagement du territoire. Et vous défendez ces lignes intérieures parce que, eh bien, pour vous, sans ces lignes intérieures, il y a un risque d'enclavement supplémentaire de certains territoires. Bien évidemment, le transport aérien et le fer ne doivent pas être opposés. Et lorsqu'on cite tout à l'heure le cas de la ligne Paris-Aurillac, on voit bien que pour aller à Aurillac en voiture, c'est quand même extrêmement compliqué. En train, il faut plus de 8 heures. Il y a beaucoup de travaux, beaucoup de difficultés là-dessus. Et donc l'aérien est le seul moyen de désenclavement réel. Voilà, le gouvernement a mis en place, par exemple, Paris-Quimper, qui est une ligne là aussi d'aménagement du territoire. Pour le Sud Finistère, c'est majeur. Je suis allé à Aveyron aussi avec la mission que nous avons conduite avec Josiane Coste. Et on voit bien que le monde économique et les habitants localement, sinon pas cette ligne d'aménagement du territoire, se trouveraient en très grande difficulté. Donc je pense que l'avion est complémentaire du train. Je pense qu'il faut le soutenir. Il y a une vraie difficulté par rapport à la taxe qu'on vient d'évoquer. C'est qu'il faut notifier à Bruxelles ce qui est considéré peut-être comme une aide d'État. Et donc, on ne sait pas si l'exonération qu'a annoncé le gouvernement pourra être mise en œuvre dès des mois de janvier. Et donc, ça serait extrêmement difficile. Il faut comprendre juste que sur des billets d'avion comme ça, intérieurs, la compagnie fait parfois 3 € de profit de marge sur un vol, sur un passager. Voilà, on peine à le penser. Il y a beaucoup de taxes qui s'appliquent, plus de 55% sur des vols intérieurs, donc prudence là-dessus. Défense de nos territoires, c'est aussi parfois défendre le transport aérien, parfois c'est les trains, il faut la complémentarité de tout ça. On va parler plus largement de ce budget 2020 qui est en ce moment à l'Assemblée nationale, qui arrivera au Sénat dans quelques jours. Comment vous le qualifieriez, vous, ce budget? Je dirais que c'est un budget sans grande surprise parce que l'essentiel avait été décidé dans les mesures post-Gilets jaunes et le Sénat les avait votées d'ailleurs par esprit de responsabilité. Nous nous posions la question de savoir comment le gouvernement pouvait résoudre l'équation budgétaire qui était par nature difficile. Il le fait avec sérieux, sans beaucoup d'enthousiasme. On peut dire que ce budget est un budget qui est responsable. Il y a quand même un certain nombre de difficultés qui restent. D'abord, point positif, des baisses d'impôts. Un budget qui, pour le consommateur, pour le contribuable, est plutôt positif. Attention à ne pas basculer non plus dans une politique qui serait uniquement une politique de la demande. À être trop keynésien, on finirait par s'y perdre. Mais on voit bien que les mesures qui ont été annoncées, qui soutiennent la consommation, ont un effet pro-croissance pour le pays. Donc voilà, la copie me paraît tout à fait acceptable. On aura le débat. Il sera difficile ici, dans cette Assemblée. Je pense qu'il faut surtout regarder, est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Et là, la réponse est vraiment très mesurée. Donc, ouvrons le débat, mais je regarde plutôt ça de manière Pourquoi vous pensez relativement que le débat favorable. sera difficile au Sénat? Le débat sera difficile au Sénat parce que la notion de contre-pouvoir s'applique parfois un peu trop, à mon goût. Moi, je préfère qu'on soit une assemblée non alignée, qui juge les textes en toute liberté, qui soit un point d'équilibre de la société française. Et je voudrais mettre en garde sur la tentation, trop souvent, d'être un contre-pouvoir systématique. Ça n'est pas le sens des institutions et ça n'est pas le rôle du Sénat, me semble-t-il. Voilà, je pense que... C'est un message à la droite sénatoriale. Il y a trop de politique de leur part, c'est ça? Je pense qu'on ne doit pas basculer dans autre chose que ce qu'est la réalité du Sénat, qui est une chambre qui réfléchit à l'avenir, qui est pondérée, qui sait trouver des solutions pragmatiques et qui réfléchit à ce qui est bon pour nos compatriotes. C'est ça qui compte. Pour la droite, qui attaque notamment le budget sur le fait qu'il n'y a pas assez d'efforts pour baisser le déficit, pour baisser la dette, pour vous, c'est un faux procès? Ça fait partie des clignotants, inévitablement, mais à partir du moment où on a des mesures aussi importantes en matière de fiscalité, on peut difficilement réduire beaucoup le déficit. J'observe qu'on est dans les clous par rapport à Bruxelles.
tout juste. Et donc c'est un point Tout juste, critique. parce qu'il y a un carton jaune de la part de Pierre Moscovici qui sera là dans quelques instants, qui demande des clarifications, qui dit qu'il n'y a peut-être pas assez d'efforts structurels. C'est un point critique du budget, il faut baisser la défense. En même temps, on voit bien que dès qu'on baisse la dépense, tout le monde revendique, et donc c'est particulièrement difficile. Ça veut dire qu'il faut réfléchir aux missions de l'État, qu'il faut réfléchir à la décentralisation, aux missions de l'État, comment on peut faire maigrir l'État tout en donnant à nos compatriotes, y compris dans les territoires de banlieue ou dans les territoires les plus reculés, les plus enclavés, le service qu'ils attendent. C'est à ça qu'il faut se consacrer, me semble-t-il. Allez, on va passer à la revue de presse de votre département de la Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canellas, et c'est avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec le Parisien. Et oui, le Parisien qui part à la découverte des jeunes talents de Seine-Saint-Denis avec l'opération Pose ton idée qui a été organisée ce week-end à Aulnay-sous-Bois dans le quartier des 3000. Alors le principe est simple, chaque jeune talent a 3 minutes pour présenter son projet à un jury et parmi les 12 jeunes entrepreneurs qui ont présenté leur projet ce week-end, eh bien, il y a Riyad par exemple qui fait du dessin digital, c'est-à-dire qu'en quelques minutes il peut prendre une photo, un dessin, le numériser, le styliser, en faire un logo ou tout simplement de l'art. D'autres talents également ont présenté leur projet, comme Moïse, qui est l'auteur d'un documentaire sur les habitants des quartiers, les habitants des cités, qui lui ont raconté leur quotidien, une sorte de série de portraits en documentaire. Donc très, très joli portrait, avec des projets qui ont été présentés devant le jury de ce concours, un jury qui a été bluffé par la série de projets et par toute cette palette de talents. Et notez que le gagnant de ce concours a obtenu une aide de 1 000 € pour réaliser son projet et également pour un carnet d'adresses pour se faire connaître. Et on passe au Figaro, Alex. Et oui, on parle toujours des jeunes de Seine-Saint-Denis, cette fois-ci des jeunes décrocheurs qui ont quitté l'école mais qui ont décidé de s'accrocher et notamment d'intégrer le micro-lycée du Bourget. C'est un établissement spécialisé dédié à ces jeunes d'entre 17 et 25 ans qui ont quitté l'école et qui veulent une seconde chance scolaire. Alors ils ont quitté l'école pour diverses raisons, pas par paresse, mais notamment à cause du harcèlement, de la phobie scolaire. D'autres ont eu un accès tardif à l'école. C'est le cas de Boubacar, 22 ans. Il est arrivé en France à l'âge de 17 ans et demi. Il a d'abord fait des stages dans le secteur de la cuisine, le secteur de la plomberie. Il a entendu parler de ce micro-lycée du Bourget. Et aujourd'hui, à l'âge de 22 ans, il va passer son baccalauréat en spécialité économique et sociale. Voilà un très beau portrait à lire dans le Figaro étudiant. Merci beaucoup, Alex, pour cette revue de presse. Vous voulez réagir, monsieur le sénateur ? Le micro-lycée du Bourget est une très belle réalisation. J'ai participé aux 10 ans il y a quelques jours de ça. Il y avait des témoignages émouvants, enthousiasmants, de jeunes qui ont repris goût aux études et qui ont repris une trajectoire ascendante. Voilà, ça fait partie des bonnes initiatives et ça montre aussi que dans les quartiers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il y a une richesse éducative et il y a des talents qui peuvent éclore. Alors on va continuer à parler de votre département, puisque jeudi, Édouard Philippe rencontrera les parlementaires de Seine-Saint-Denis, dont vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer ? Est-ce que vous en savez plus ? Nous avons lancé il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi, un cri d'alarme parce que nous avons enregistré un rapport de l'Assemblée nationale qui mettait en cause les politiques de l'État, rappelait qu'il y avait finalement peu de moyens accordés à un département qui concentre beaucoup des difficultés sociales et de société de notre pays. Donc voilà, ça a été une démarche œcuménique. Tous les parlementaires de tous les bords politiques se sont réunis là-dessus. On a fait des assises, on a entendu des personnels de l'éducation, de la justice, de la police, notamment intervenir et documenter le sujet. Nous avons rencontré l'année dernière le Premier ministre. Il avait annoncé qu'il y aurait un travail intergouvernemental sur cela. Je sais que le préfet s'en est beaucoup saisi. Les deux préfets, puisqu'il y a eu 2 préfets dans l'année écoulée. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer depuis un an, depuis votre dernière rencontre ? Nous sommes dans l'attente des mesures que le gouvernement doit annoncer. Je crois que le Premier ministre vient à Bobigny, en tout cas c'est ce qu'il nous a écrit. Donc sera un moment d'échange. Ce sera en Seine-Saint-Denis, ce ne sera pas Matignon. Il y a une pression importante parce que ce département doit être considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire beaucoup de capacités à rebondir, mais de vraies difficultés aujourd'hui. Et lorsqu'on concentre les difficultés sociales, culturelles, éducatives, de sécurité, eh bien, il y a à côté des entreprises qui arrivent, il y a à côté de l'économie, il y a à côté des transports qui vont s'améliorer, mais il faut trouver le bon équilibre et l'action de l'État est majeure. Le Premier ministre est attendu là-dessus, je crois qu'il le sait.
Donc il vient à Bobigny, hein, vous nous l'annoncez. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le programme? Est-ce que vous le connaissez déjà? Le préfet avait donné quelques axes de travail aux parlementaires. Je pense qu'il faut d'abord résoudre une question qui est celle de fidéliser les fonctionnaires qui viennent travailler dans l'éducation, dans la police, dans la justice. Il faut redonner un peu de dignité aussi à la justice. Quand vous regardez l'état du palais de justice à Bobigny, c'est tout de même tragique. On voit régulièrement les images lorsqu'il y a des procès un peu spectaculaires. Je pense aussi que la question des effectifs et des moyens doit se calculer un petit peu différemment. Parce que la grille d'analyse que fait l'État ailleurs s'applique difficilement à la Seine-Saint-Denis qui combine trop de difficultés en même temps. Tout ça a un effet un peu exponentiel. Et donc, fidéliser les fonctionnaires, recalculer les bases de dotation budgétaire, ça fait partie des points sur lesquels le Premier ministre est attendu. Je pense qu'il saura être à l'écoute. Bon, eh bien, on suivra votre rencontre avec le Premier ministre jeudi. On a commencé cette interview en parlant de l'interview d'Emmanuel Macron sur RTL sur le communautarisme. Il s'est aussi exprimé sur la réforme des retraites. Le président de la République, il a dit « J'irai jusqu'au bout, je n'aurai aucune faiblesse, aucune complaisance ». Vous approuvez cette fermeté sur cette question ? J'ai entendu beaucoup de signaux de souplesse aussi, et donc que le président veuille réaffirmer le cap, c'est sans doute normal. Attention, ce sujet est explosif. Il faut assurer l'égalité, mais il faut assurer le financement des retraités aussi. Il y a beaucoup de mines dans ce dossier, parce que beaucoup de professions avaient constitué des régimes particuliers qu'elles ont elles-mêmes financés. Et donc elles ne veulent pas être spoliées, et je crois que c'est bien normal. En même temps, chacun regarde sa retraite, chacun s'inquiète aussi sur le mode de calcul pour demain. Donc, qu'il y ait un temps de dialogue, c'est bien. Il faudra aussi arriver à clore ce dossier. Donc, et vous avez des doutes? On parlait d'un calendrier d'ici la fin de l'été au Parlement. Pour vous, désormais, c'est un calendrier qui ne sera plus tenu? Je pense qu'il ne faudra pas tarder et qu'on peut laisser passer les élections municipales, mais qu'il faut vraiment qu'au printemps, cette question-là soit réglée. Jean-Paul Delevoye... Réglée, ça veut dire soit débattue au Parlement au printemps? Il me semble que tout ceci devrait être annoncé dès le printemps et voté avant l'été. Est-ce que vous la soutiendrez, cette réforme des retraites, quand elle arrivera au Parlement? On va regarder quelle tête elle a, quelle allure elle a. Aujourd'hui, on a quelques grands principes simplement. Il n'y a pas de raison de s'y opposer par principe. La retraite par points était une revendication des centristes au départ. Merci beaucoup. Merci Vincent Capo-Canellas d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Et c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, fiscalité et douane. Il est avec nous. Nous parlerons entre autres du Brexit, du budget de la France et des perspectives économiques de l'Union européenne. Mais avant de l'entendre, on va regarder ensemble un extrait de Parlement Hebdo. C'est l'émission qui fait le bilan de la semaine parlementaire. Et cette semaine, Tam Tranui et Katia Guilder recevaient le député de Paris, Mounir Majoubi. Il est revenu sur le conflit qui oppose la presse française à Google. On l'écoute. Justement, il y a une directive européenne sur ce qu'on appelle les droits voisins qui dit que Google doit rémunérer les médias français, par exemple, lorsqu'ils utilisent certaines parties de leurs articles. Google, il s'y refuse et il dit oui, les médias, moi je veux utiliser vos contenus gratuitement et sinon je vous descends dans les pages de référencement. Ça fait peur à tout le monde. Vous savez ce qu'a fait Google? Chantage. Google s'est moqué de nous. Oui. Google s'est moqué des Français, s'est moqué des Européens. On fait une loi qui dit... Vous avez cet usage qui est de mettre en avant des contenus avec une petite photo et un petit extrait de texte. Et quand vous faites ça, il faut que vous payiez quelque chose qu'on a appelé un droit voisin aux producteurs de ces contenus que sont les médias. Eux, ils ont dit... d'accord, il n'y a pas de problème, c'est bien que vous ayez fait cette loi. Par contre, nous, ce qu'on a décidé, c'est que on va supprimer tout le monde. Donc ils ont supprimé tout le monde et ils ont dit, ceux qui veulent revenir, il faut que ce soit gratuit, venez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une énorme arnaque. C'est une arnaque. À part dire que c'est une arnaque. Veut dire, qu'est-ce que fait un législateur quand il voit qu'il y a une arnaque et que la volonté du législateur a été trahie en respectant le droit, hein. Honnêtement, je crois que Google respecte le droit. On va quand même enquêter pour voir s'ils ont fait des pratiques illégales. Vous pensez qu'ils respectent le droit? Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est une insulte économique majeure à tous les acteurs. C'est un bras d'honneur, mais que malheureusement, c'est un contournement du droit. Eh bien, vous savez quoi?
La force du législateur, c'est de changer le droit. C'est de changer la loi et c'est de la faire appliquer. Très vite, en 10 secondes, vous êtes parti en guerre contre Amazon, accusé de servir d'intermédiaire sans contrôler toute la marchandise qui circule. Pourquoi ? Je ne suis pas en guerre contre eux, je pense que c'est eux qui sont en guerre contre la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amazon, ça détruit des emplois, ça en crée beaucoup, mais ça en détruit beaucoup. Amazon, aujourd'hui, ça vend des denrées périmées et ça ne s'exprime pas sur ce sujet. Ils se font poursuivre aux États-Unis. Et aujourd'hui, Amazon, eux aussi se foutent de la gueule du monde quand la taxe arrive sur les acteurs du numérique de 3% et qu'ils décident intégralement de la faire payer par les consommateurs. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale l'a convoqué. J'ai pu le dire au patron français. Je pense qu'il s'est un peu moqué de nous aussi. Donc à suivre et on va continuer à leur parler. Notre invité politique ce matin, c'est Pierre Moscovici. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire européen aux affaires économiques et financières, fiscalité et douane. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer, Pierre Moscovici, par cette interview d'Emmanuel Macron ce matin sur RTL. Il s'est notamment exprimé sur la lutte contre le communautarisme. Il dit qu'il annoncera des mesures dans les prochaines semaines, mais pas question pour lui de faire un discours sur la laïcité, en tout cas pas pour le moment. Vous regardez de ça depuis Bruxelles, hein. Vous n'êtes plus dans la politique politicienne française, mais est-ce que pour vous, le chef de l'État doit clarifier sa position sur la laïcité ? Je regarde ça, bien sûr, de Bruxelles. J'ai bien sûr une sensibilité aussi politique. Je suis votre invité politique. Je n'ai pas complètement abandonné la réflexion sur ce sujet-là. Je pense qu'Emmanuel Macron avance sur cette question à la fois avec résolution, puisque le communautarisme est en effet un fléau contre lequel il faut lutter. Et en même temps avec une prudence assez bienvenue, car il ne faut pas confondre le débat sur la laïcité avec le débat sur l'islam. D'ailleurs, je crois qu'il rencontre aujourd'hui les institutions, les représentants des institutions musulmanes. Il a le souci d'éviter de stigmatiser. Donc, d'après ce que je lis, d'après ce que je vois, il est sur une ligne de crête qui est compliquée parce qu'il est soumis à de fortes pressions, mais qu'il tient. Mais vous êtes d'accord avec sa ligne ? J'attends de voir derrière ça ce que seront effectivement les mesures annoncées et ce que sera la parole officielle. Mais je pense que à la fois sa résolution et sa prudence sont justifiées. Dans un sondage publié hier dans le journal du dimanche, 61% des Français pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense pas du tout ça. Je pense que, encore une fois, stigmatiser une religion, confondre précisément les musulmans de France, des mouvements communautaristes qui peuvent être eux-mêmes infiltrés, et puis aller encore plus loin, ça n'est pas la bonne attitude. Et c'est pour ça que, je l'ai dit, la prudence du chef de l'État me paraît C'est inquiétant, cette pertinente. réaction des Français ? C'est aussi lié à une forme d'exaspération, il faut l'entendre, il faut donner aussi des réponses justement qui soient efficaces aux vrais problèmes. Oui, dans cette même interview ce matin sur RTL, le président Emmanuel Macron évoque la réforme des retraites. Il dit toute sa résolution à la mener. Alors cette réforme, elle est indispensable pour la France par rapport aux autres pays, vous qui avez une vision globale. Il y a déjà eu pas mal de réformes des retraites en France. Il y en a eu à l'époque où j'étais moi-même ministre des Finances, dans le premier gouvernement de François Hollande. Michel Rocard disait qu'il y avait de quoi, avec une réforme des retraites, faire sauter 10 gouvernements. C'est donc une matière qu'il faut aborder avec d'abord objectivité, pragmatisme, avec sans doute détermination, mais aussi avec le sens du dialogue, qui est indispensable. Et vous savez, cette réforme, elle vise à simplifier. Et en même temps, elle est extrêmement complexe. Parce que les questions que se posent aujourd'hui nos concitoyens, c'est qu'est-ce qui va se passer exactement ? Et je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire, un travail de débat, un travail de dialogue à faire. Donc le président aujourd'hui affirme sa détermination pour bien faire comprendre qu'il veut y aller. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il oublie la boussole. Il faut savoir comment y aller. Et c'est une vieille revendication, la retraite à points. C'est une revendication de la CFDT au départ, qui a été reprise par le Parti socialiste, auquel j'appartiens toujours, même avec un rapport plus lointain depuis Bruxelles. Et donc, par principe, il ne s'agit pas de s'y opposer, mais encore une fois, on le sait, le diable est dans les détails. Mais il faudra travailler plus longtemps, comme le dit le président ? Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, pour le coup. À l'heure où nous parlons, je ne suis pas un acteur de la scène politique française pour le moment. Allez, on va parler d'un autre sujet. Les États-Unis qui ont annoncé hier avoir tué le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Dans son discours, Donald Trump a remercié tout le monde, la Turquie, la Syrie, l'Irak, les Kurdes, mais pas les Européens. Est-ce que pour vous, c'est de la provocation ou c'est le signe que l'Union européenne est hors jeu ?
Non, ça doit être la description de l'opération telle qu'elle s'est déroulée elle-même, mais nous sommes des alliés dans ce combat contre le terrorisme. Je trouve en effet que ce qui s'est passé hier, c'est une nouvelle positive, que c'est une étape importante, que cette organisation, que le chef de cette organisation ait été mis hors d'état de nuire, mais ça ne signifie pas pour autant que l'organisation en question elle-même soit totalement mise hors d'état de nuire, et ça ne signifie pas que le combat contre le terrorisme soit derrière nous. Mais vous dites nous sommes des alliés. Est-ce que les États-Unis à l'heure actuelle sont encore un allié fiable ? Ce sont plus souvent des partenaires que des amis, ou c'est parfois des partenaires davantage que des amis, mais fondamentalement, et à travers les décennies, nous restons des alliés. Nous sommes obligés d'être des alliés parce que nous partageons des valeurs et des intérêts. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on apprécie en tout, loin de là, la politique du président particulier dont les Américains se sont dotés. Tenez, il y a près de 4 ans, il y a les élections dans un... Plus généralement, on voit quand même qu'il manque une défense européenne et une diplomatie capable de parler d'une voix sur ces questions-là. On se souvient qu'au début, sur la guerre en Syrie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni avaient des positions qui n'étaient pas forcément les mêmes. Est-ce qu'il n'y a quand même pas urgence, entre Poutine d'un côté et Trump de l'autre, à avoir plus de cohésion ? Madame von der Leyen, la présidente de la prochaine commission, a dit « Je veux que ma commission soit une commission géopolitique ». Alors que nous avions dit « Il faut que notre commission soit une commission politique ». Et elle a été politique, la commission Juncker, parce qu'elle s'est adressée, elle s'est attaquée d'abord à la crise, oui. Crise économique. Et vous sortez 2008. Et nous avons, je crois, contribué à la vaincre, même s'il reste encore beaucoup d'inégalités sur nos territoires, que je connais, et qui doivent être absolument résolues. Mais géopolitique, ça veut dire que Mme von der Leyen pense qu'il est temps que l'Europe affirme sa puissance et son unité dans un monde où, c'est vrai, la Chine, les États-Unis, la Russie sont des superpuissances, des surpuissances aujourd'hui assez agressives, avec à leur tête des leaders qui sont des leaders essentiellement nationalistes. L'Europe, par définition, ne peut pas être nationaliste, elle ne doit pas l'être, mais elle doit être un ensemble géopolitique qui a une unité. Et une unité, ça veut dire aussi une voix dans le débat international, et ça signifie aussi avoir une capacité de défense. Et là, de ce point de vue-là, il faut être clair. Le temps de la défense européenne est arrivé pour une raison simple. Nous savons, pour le coup, que nous n'allons pas pouvoir compter pour l'éternité sur le parapluie américain, sur le grand frère américain, et que si des dangers interviennent sur notre continent, nous devons être capables de les traiter nous-mêmes. Et pour ça, au premier chef, il est important que les Européens consentent à un effort de défense qui soit plus important, des dépenses de défense qui soient plus importantes, mais qu'ils le fassent aussi ensemble et de manière coordonnée. Donc voilà un des enjeux importants de la Commission qui va s'installer bientôt, j'espère. On va parler avant ça du Brexit, le feuilleton sans fin du Brexit, les 27 toujours divisés sur la date du report. Pour vous, c'est quoi la bonne durée de report ? La Commission européenne a un rôle particulier qui est de négocier les accords. Elle l'a fait. Elle l'a fait avec beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de détermination pour le coup, et avec beaucoup d'efficacité. Il faut saluer le travail du président Juncker et du négociateur Michel Barnier. Donc nous avons été les architectes de l'accord. La décision de savoir de combien de temps est le report est une décision qui appartient aux États membres. Aujourd'hui, il va y avoir une proposition sur la table qui est d'étendre ce délai jusqu'au 31 janvier, ce qui était la demande formulée par le Parlement britannique, à laquelle M. Johnson ne s'oppose pas, à condition qu'il y ait des élections. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas, moi, à dire quelle est la bonne durée, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que ce qui a fait les forces des Européens, des 27 États membres de l'Union européenne au cours de cette négociation, c'est l'unité. Et que cette unité, elle doit durer jusqu'au bout. Donc, ils doivent décider ensemble. Il peut d'ailleurs y avoir... On le voit, des différences... c'est la France qui bloque un peu. Il peut y avoir des différences d'impatience, il peut y avoir des nuances. Tout le monde est d'accord déjà pour qu'il y ait un report. Maintenant, on va en fixer, j'allais dire, assez sereinement la durée, en tenant compte d'un paramètre, qui est le besoin de clarification au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même que les Britanniques nous disent est-ce qu'on veut de cet accord ou pas ? Il y a eu un accord de principe sur l'accord, mais il n'a pas encore été adopté par le Parlement britannique. Et puis aussi... peut-être, mais ça leur revient, qu'il clarifie la situation politique, puisque les relations entre l'exécutif britannique et le Parlement britannique sont telles que depuis des mois et des mois, on a eu des votes dans un sens ou dans l'autre. On a eu un vote positif sur un accord, 10 minutes après, il y a eu un vote négatif sur le calendrier. Donc, si les Britanniques reviennent aux urnes, c'est leur problème, mais il sera sans doute indispensable à un moment donné qu'il y ait une légitimité populaire qui soit retrouvée sur cette question. Vous avez travaillé sur les conséquences économiques de ce Brexit. D'ailleurs, c'est votre portefeuille de commissaire. Donc, que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Est-ce qu'il y a vraiment des craintes ?
ce ne serait pas une bonne nouvelle. Le no deal Brexit, comme on dit, c'est-à-dire un Brexit sans accord. Mais pour vous, cette hypothèse est encore sur la table. Aujourd'hui, il peut y encore avoir un Brexit sans accord ? En tout cas, pas le 31 octobre, c'est-à-dire cette semaine. Et je ne crois pas plus tard, car manifestement, il y a maintenant une volonté de parvenir à une forme d'accord d'une façon quelconque. Mais le rôle de la Commission, vous dites que je suis aussi commissaire aux douanes, c'est de le préparer. Et dans mes fonctions de commissaire aux douanes, j'ai précisément fait en sorte que les douanes européennes soient prêtes dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord. Je veux saluer d'ailleurs les autorités françaises qui ont fait les investissements et humains et technologiques nécessaires pour qu'il y ait, par exemple à Calais, j'y suis rendu, une frontière technologique intelligente qui soit potentiellement là. Donc, dans le cas d'un Brexit sans accord, les conséquences sont extrêmement sérieuses, d'abord pour le Royaume-Uni, mais ne sont pas négligeables, même si elles sont beaucoup moins importantes pour l'Union européenne. Évitons ça, et c'est bien tout l'enjeu d'avoir un accord. Pour le reste, les principales menaces, les principaux nuages sur l'économie européenne ne viennent pas de là. Ils viennent d'abord du ralentissement de l'économie mondiale et des tensions géopolitiques d'un côté, tensions commerciales de l'autre, les tensions commerciales étant sans doute celles qui nous atteignent le plus, et notamment les pays qui sont les plus tournés vers l'exportation. Je pense à l'Allemagne au premier chef, mais aussi à l'Italie. Alors justement, vous allez présenter le 7 novembre, je crois. Je pensais ne pas le faire, puisque théoriquement, je devais être un commissaire vous deviez quitter votre poste le 1er novembre. Voilà, mais je serai encore là le 7 novembre. Prolongation. J'ai fait mes adieux à la salle de presse. Prolongation, vous le savez ? Jusqu'à ce que le Parlement européen valide la nouvelle commission von der Leyen, en théorie jusqu'au 1er décembre. Et moi, je souhaite que ce soit le 1er décembre, parce qu'il est temps que cette nouvelle équipe s'installe, et gérer les affaires courantes n'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans la vie. S'il faut plus, ce sera plus. Voilà, en attendant, vous serez là le 7 novembre pour présenter une sorte de baromètre, c'est ça, des politiques, des prévisions économiques européennes. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes ? Non, par définition, je ne les connais pas, heureusement d'ailleurs, parce que nous avons des instances, des directions comme l'INSEE qui sont extrêmement indépendantes, et les politiques ne savent pas, ne tripatouillent pas les prévisions. C'est très très mauvais de mélanger prévisions et politique. Ce que je sais, ce que je crois deviner, c'est qu'en tout cas, elles ne seront pas loin des prévisions des autres institutions internationales. Que diront-elles ? Elles diront qu'il y a une économie européenne qui reste solide, avec 2 années de croissance devant nous, aussi bien en 2019, mais aussi 2020 et 2021 ensuite, avec des fondamentaux qui ont été assainis, mais aussi un ralentissement incontestable. Ralentissement dû, en effet, à la demande globale et aussi aux tensions commerciales. Alors, après, il faudra l'interpréter, ce ralentissement. Il y a 3 scénarios. Il y a un scénario auquel je ne crois pas, en vérité, malheureusement, qui est que c'est un coup de mou temporaire et puis que ça va reprendre tout seul. Ça, je pense que c'est un peu plus profond que ça. Le deuxième, c'est qu'il y aurait une sorte de retournement de cycle anticipé. Ça, c'est ceux qui parlent de récession, etc. Je ne le crois pas non plus, parce que je crois que notre économie est beaucoup plus solide, et sur le plan bancaire, et sur le plan réel, qu'elle n'était il y a quelques années. Et donc, on arrive à un 3e scénario qui est celui d'une croissance molle durable, une sorte de japonisation de l'économie. Et à partir de ce moment-là, si ça se vérifie, mais je ne suis pas en train de me présenter mes prévisions, il faudra réfléchir à la réponse à une telle situation. Il y a la réponse monétaire, c'est la réponse classique, mais la politique monétaire a beaucoup fait. Mario Draghi quitte son poste, lui, le 1er novembre. Il faut continuer ce qu'il a fait. Je crois qu'il faut en tout cas le remercier pour ce qu'il a fait, parce qu'il a sauvé l'euro, il a permis aussi de sauver notre croissance, et donc la politique monétaire va rester un acteur, mais peut-être moins que dans le passé, donc il faut se tourner aussi du côté de la politique budgétaire et des réformes structurelles. Et je pense que quand on parle politique budgétaire, il faut éviter de relâcher les efforts, notamment dans des pays comme la France qui ont encore une dette publique élevée, mais en revanche, il faut être capable de coordonner les 10 efforts. Je m'explique. D'un côté, vous avez des pays, l'Italie surtout, la France un peu, qui ont une dette publique trop élevée, et donc qui doivent la réduire parce que c'est leur propre intérêt. Et de l'autre côté, vous avez des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas qui, eux, ont des excédents absolument gigantesques, qu'ils soient des excédents du commerce extérieur ou des finances publiques. Et ces excédents-là, ils doivent être mis au service de la croissance, de leur propre croissance, ils en ont besoin, puisqu'il y a un ralentissement en Allemagne, mais aussi la croissance de l'ensemble de la zone euro. Et je pense que ce débat-là va venir. Ça veut dire que l'Allemagne doit jouer plus collectif ? L'Allemagne doit jouer plus collectif, et elle doit surtout investir davantage, et conserver des surplus budgétaires énormes dans une période de ralentissement. À mon sens,
c'est quelque chose qui doit être modifié. Je note d'ailleurs que le débat a commencé en Allemagne et que le BDI, disons l'équivalent du patronat ou plutôt les entreprises industrielles de ce pays, disent au gouvernement allemand, il est temps d'investir, notamment dans les infrastructures, parce que contrairement à ce qu'on croit, les infrastructures en Allemagne ne sont pas de grande qualité, beaucoup moins de grande qualité qu'en France. Alors justement, la France et l'Italie, que vous avez dit, c'est les deux pays les plus endettés, eh bien, elles font des baisses d'impôts, elles font de la redistribution. Est-ce bien le moment compte tenu de la situation des finances ? Je ne suis plus, je l'ai dit, un acteur politique français au quotidien, mais je n'ai pas non plus perdu tout sens politique à Bruxelles. On reste un politique, donc vous pouvez m'inviter. C'est ce qu'on fait, regardez. C'est ce que vous faites. Et il ne m'a pas échappé qu'en France, notamment, il y avait eu un mouvement social d'une très grande sériosité et que des mesures avaient été jugées nécessaires par l'exécutif que nous n'avons pas critiquées. Quand il y a une telle révolte qui exprime aussi une telle insatisfaction, il faut y répondre. Donc je ne critique pas du tout cela. Je pense simplement qu'il faut que la France garde en tête, et c'est pour ça que nous avons écrit aux autorités françaises, comme aux autorités italiennes, qui sont dans une situation bien sûr plus préoccupante. Vous avez demandé des clarifications à la France. On a demandé des clarifications parce qu'il est important que l'effort, j'allais dire, de fond, je ne veux pas être technique, mais on l'appelle l'effort structurel, c'est-à-dire ce qui se passe sur les finances publiques quand la croissance est sortie de côté. Il est important que l'effort structurel de la France redevienne positif. Et donc nous avons échangé avec le gouvernement français. Il n'y a pas de drame du tout. C'est pas un budget qui a été rejeté, c'est pas un budget qui a été critiqué à l'excès, mais c'est un budget sur lequel nous demandons des clarifications. Et nous disons à la France que si à l'avenir, dans le cadre des procédures européennes, on veut éviter toute forme de friction, il est utile et nécessaire que l'effort structurel français redevienne positif. Et que vous avez répondu le gouvernement, alors, puisque vous dites que vous avez échangé ? Qu'il avait entendu le message. De toute façon, ce n'est pas à ce stade qu'il y a des décisions. Encore une fois, il n'y a pas de drame. Le budget français est naturellement validé. Mais avec la prochaine commission, ce débat continuera, parce que l'intérêt de la France, l'intérêt des Français, c'est que la dette publique diminue. Quand un pays est endetté, ce pays s'appauvrit, parce qu'on rembourse de plus en plus. Alors, il se trouve qu'en ce moment... Oui, on est en taux négatif. En ce moment, on est en taux négatif, mais donc, par définition, on gagne de l'argent, ça ne durera pas. C'est rare, mais ça arrive. Ça ne durera pas toujours. Mais clairement... parce que les taux négatifs commencent, et même Mario Draghi le dit, à avoir des effets collatéraux qui peuvent être redoutables pour l'économie. Donc il faut aussi, c'est pas une question de cigale et de fourmi, mais il faut aussi être prêt quand même au moment où ces taux qui vont rester durablement bas ne seront plus négatifs. Clairement, puisque vous faites quand même un peu de politique, vous dites la France a fait un budget trop dicté par les gilets jaunes et pas assez dicté par l'intérêt de la dette, par les baisses des déficits. Non, parce que je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre faire des mesures sociales et réduire la dette. C'est pas du tout ce que je dis. Encore une fois, les mesures gilets jaunes me paraissent tout à fait nécessaires dans un contexte social et politique que je n'ignore pas. Pour le reste, la gestion d'ensemble du budget doit garder en tête que l'effort structurel de la France doit être positif et que le rôle de la France, la place de la France, c'est d'être leader aussi en matière de finances publiques. Oui, Thierry Breton doit succéder, doit prendre le portefeuille dévolu à la France, qui est d'ailleurs très vaste, numérique, culture, technologie, défense. On a échoué, le président Macron a échoué avec sa première candidate Sylvie Goulard. Là, il faut que la France arrive à passer son candidat. Oui, bien sûr, je l'ai dit, je souhaite que la nouvelle commission s'installe rapidement. Et par définition, ça suppose que les 3 commissaires qui ont été recalés en quelque sorte lors des auditions trouvent des successeurs, et c'est le cas pour le commissaire français. Vous êtes optimiste pour Thierry Breton ? Je n'ai pas exactement, ça ne vous aura pas échappé, les mêmes options idéologiques ou politiques, ni le même parcours que Thierry Breton à aucun égard. Mais je reconnais bien volontiers que c'est un homme qui est compétent et qui connaît par expérience les différents sujets qu'il doit aborder comme commissaire européen. C'est aussi un homme qui a de l'expérience et il sait bien que l'exercice d'audition du Parlement européen, la preuve en a été faite, ne peut pas être pris à la légère. Et donc j'imagine aussi qu'il peut anticiper sur les questions qui lui seront posées. Parce qu'au final, quand même, dans cette affaire, il est important que le Parlement européen, qui a été élu par les Français et par les Européens, qui a une certaine légitimité, même si évidemment on fait de la politique dans un Parlement, soit respecté. C'est lui qui va être le juge de paix. Donc mon seul conseil à M. Breton, c'est préparer sérieusement ces auditions en étant conscient de l'exigence du Parlement. Il y avait des élections hier en Allemagne, élections régionales. Forte poussée du parti d'extrême droite, chute du parti d'Angela Merkel. Quelle est votre réaction ?
C'est une tendance qui est assez générale, qui est que les grands partis allemands, les grands partis historiques, la CDU conservatrice et le SPD social-démocrate, soient en baisse extrêmement forte. Ils représentent aujourd'hui quelques 40% de l'électorat, ils ont été jusqu'à 80% il n'y a pas si longtemps, il y a encore une vingtaine d'années. Donc on est dans une situation qui est bien sûr plus fragile. Je note qu'hier, c'est aussi le Link, c'est l'extrême gauche qui a gagné en Thuringe et qui a aussi progressé. Donc, si vous voulez, il y a une situation là sociale et une situation économique qui prouve aussi qu'il y a une forme de modèle qui doit peut-être être revue. C'est pas à moi de le décider, je suis encore moins un acteur économique allemand que français, mais on voit bien que l'Allemagne est en train d'une période de fragmentation politique qui correspond aussi à un certain doute social. Et quand on est dans cette situation-là, il faudra y répondre et on verra qui succédera à Mme Merkel, ce qui n'est pas une chose aisée. C'est un problème franco-allemand ou cette poussée de l'extrême droite, vous qui avez un regard sur l'ensemble de l'Union européenne, ça vous inquiète plus largement? Et c'est un problème qui est un problème européen, et c'est même un problème mondial. Quand on est à la table du G20, comme j'y étais pendant 7 ans, on voit la Russie de M. Poutine, la Chine de M. Xi Jinping, on voit le Brésil de M. Bolsonaro, on voit l'Inde de M. Modi, on voit M. Erdogan, et d'une certaine façon, on voit Donald Trump, et on voit bien qu'en Europe, partout, il y a des forces populistes qui représentent aujourd'hui 20 à 25% de l'électorat. Au Parlement européen, il y a 25% des parlementaires qui sont, disons-le, d'extrême droite. Et donc, il y a ce défi-là, qui est un défi à la fois culturel, une interrogation sur l'identité, sur la confiance qu'on peut apporter dans la vie, dans la politique, dans les institutions, et aussi un défi économique, car ça reste. Je disais tout à l'heure, la crise est derrière nous. Oui, elle est derrière nous. Nous avons de la croissance en Europe partout, nous avons des déficits qui sont réduits partout, nous avons des dettes publiques qui baissent presque partout, nous avons des banques qui sont beaucoup plus solides qu'elles ne le furent, nous créons des centaines de milliers d'emplois, même si ça ralentit un peu, le chômage a diminué, oui, mais il reste les inégalités. Et moi, je suis très conscient, le groupe EBRA m'est cher, vous le savez, j'ai été pendant 20 ans élu à Montbéliard, je reste un homme de gauche, profondément de gauche. Justement, je suis tout à fait conscient que les inégalités minent la cohésion sociale, mais mine aussi la confiance qu'on a dans la politique. Et ça, si on veut vaincre le populisme, il faudra y répondre pour recréer de la confiance. Il faut recréer une société de confiance, une société où il y ait aussi la prise en compte des inégalités beaucoup plus qu'aujourd'hui. Justement, vous avez été élu franc-comtois, ce qui se passe à Belfort, pour vous, c'est une grosse cicatrice. Alors, entre la fusion manquée Alstom-Siemens et puis la restructuration, on peut dire aussi manquée de General Electric, que faut-il faire? C'est une douleur. Ce sont 2 entreprises dans lesquelles je me suis rendu, je ne sais pas, probablement des dizaines de fois, puisque quand on est élu à Montbéliard, on est à 15 km de Belfort, et que j'ai moi-même, dans le temps, milité pour qu'il y ait une agglomération commune entre Belfort et Montbéliard. De belles entreprises, des restructurations industrielles douloureuses. Je me garderai de donner aujourd'hui des conseils aux décideurs. Je pense d'ailleurs, si vous voulez, qu'autant la fusion Alstom-Siemens c'était un projet qui faisait du sens pour l'Europe, même si du point de vue de la concurrence, les comptes n'y étaient peut-être pas. Je ne suis pas certain que du point de vue social, à Belfort, ça aurait été avantageux. Question sur l'Union européenne, on y revient pour finir. Donald Trump qui impose des sanctions douanières aux produits européens. Le vin français est touché. Didier Guillaume en appelle à la Commission européenne. Il demande des mesures de soutien. Qu'allez-vous faire? Vous savez, moi je pense que je dis que les guerres commerciales sont toujours perdantes, que M. Trump se trompe en pensant qu'elles sont gagnées aisément. Et dès lors qu'il y a des mesures sur Airbus, il y aura, on le sait, des répliques sur Boeing. S'il y a des contre-mesures qui sont décidées par les Américains, il y aura des contre-mesures européennes. Ça, Didier Guillaume doit le savoir. Nous ne resterons pas inertes face à une telle mesure. Le soutien, c'est autre chose. Mais la réplique, elle sera là. La Commission européenne... Il y aura des représailles contre les États-Unis. Il y aura des contre-mesures, Si vous voulez, nous n'allons pas rester démunis face à des mesures que nous estimons illégitimes et néfastes. Et donc, au final, ce que je souhaite, c'est quand même que cette tension retombe. Je souhaite qu'elle retombe entre la Chine et les États-Unis. Et tout à l'heure, on en parlait, vous me demandiez si ce sont des amis ou des partenaires. Ce sont des partenaires. Il faut se comporter de manière plus amicale. Et je pense encore une fois que sur le plan commercial, opposer l'Europe aux États-Unis est juste, absurde. Et qu'il faudra lever cela, le lever le plus vite possible. Mais en attendant, la Commission européenne, Didier Guillaume ne fait jamais appel à notre bon cœur en vain, prendra ses responsabilités, puisque c'est elle qui est responsable de la politique commerciale. Mais encore une fois, sanctions, soutien,
mesure, ce sont 3 termes différents. Oui, vous l'avez dit, vous êtes membre du Parti Socialiste, vous allez terminer votre mandat. Alors on va vous voir revenir en politique française. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous avez envie de contribuer à essayer de redresser ce parti? Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai plein de projets, j'ai plein d'envies. Il faudra que je me repose un peu aussi, parce que ça fait quand même 7 ans et demi que je suis ministre puis commissaire. Mais quoi que je fasse, vous savez, au fond, j'arrive à un moment dans la vie où on sait à peu près ce qu'on est. Je suis un Européen engagé depuis 25 ans dans les institutions européennes, toutes les institutions. Je suis un Français amoureux de mon pays. Et je suis un homme de la gauche qui gouverne, de la gauche réformiste. Et quoi que je fasse à l'avenir, ces 3 dimensions resteront présentes dans ce que je fais. La politique telle que je l'ai faite... non, je ne vois pas forcément y revenir, au sens de partir, par exemple, à telle ou telle élection locale. J'en ai fait beaucoup. J'en ai gagné, plutôt pas mal. J'en ai perdu quelques-unes. Je sais ce que c'est que la défaite. Mais en revanche, contribuer au débat d'idées, en Europe et en France, d'une façon ou d'une autre, je le ferai. Aux côtés des socialistes. Je serai un homme libre. Les socialistes, vous savez, il y a 2 composantes à ce que doit être un parti politique. Il doit être un parti municipal. Et le Parti socialiste est resté un parti municipal brillant. Et je vois qu'à Nantes, je vois qu'à Rennes, je vois qu'à Clermont-Ferrand, je vois qu'à Paris, dans beaucoup de villes, il y a des édiles qui font un travail extrêmement sérieux. Et puis, il faut aussi une force de gouvernement. Une force de gouvernement, ça veut dire à la fois comment est-ce que je combine mes valeurs social-démocrate, de réduction des inégalités. Social et démocrate, ça dit tout. Être profondément social et profondément démocrate, mais comment est-ce que je peux les inscrire dans la réalité? Et là, le Parti socialiste d'aujourd'hui a encore un effort à faire pour redevenir une force de gouvernement. C'est pour ça que toute réflexion sera utile à la social-démocratie, sans parler des partis. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Pierre Moscovici d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, ce sera Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Et c'est l'heure de Club des territoires. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons des propos d'Emmanuel Macron ce matin sur RTL, sur la laïcité, la lutte contre le communautarisme, mais aussi la réforme des retraites. On parlera également de l'état des routes en France, un état préoccupant. La France a lourdement chuté au classement mondial, vous verrez. Et puis on parlera de ce vote de l'Assemblée de Corse vendredi, objectif autonomie énergétique de l'île d'ici 2050 avec des énergies renouvelables. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Toute la semaine, nous serons en Seine-Maritime. 1 mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, quelle est la situation sur place? C'est ce que nous verrons. Regardez le programme avec Samia Dechir. Un mois après l'incendie de Lubrizol, il reste encore beaucoup de questions autour de cet accident dans un site Seveso. Beaucoup d'inquiétudes aussi chez les agriculteurs dont les récoltes ont été gelées dans plus de 200 communes, dont celle de Sommery où on va se rendre pour aller rencontrer un maraîcher qui a bien failli mettre la clé sous la porte. Beaucoup de craintes aussi chez les habitants de Seine-Maritime. À Saint-Lucien, par exemple, c'est un village qui n'est pas très loin de Rouen, mais qui ne fait pas partie de la zone officiellement impactée par l'incendie de Lubrizol. Ce sera l'objet d'un autre reportage. Enfin, cet incendie pose beaucoup de questions sur la sécurisation des sites industriels à risque. En Seine-Maritime, il y a une autre ville, Le Havre, qui compte à elle seule une quinzaine de sites Seveso Seuil-Haut. L'un d'entre eux a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous expliquer comment sont sécurisés et contrôlés ces sites. Voilà pour le programme de ce qui vous attend cette semaine. Ce sera donc à suivre tous les jours dans Bonjour chez vous, nos reportages en région avec Samia Dechir et Audrey Vuettaz. On va commencer le club avec l'interview que donnait Emmanuel Macron ce matin chez nos confrères de RTL, le chef de l'État qui s'est exprimé sur la laïcité, la lutte contre le communautarisme ou encore la réforme des retraites. Regardez les meilleurs moments. Ce que j'ai demandé au gouvernement et que j'annoncerai dans les prochaines semaines, parce que c'est là ma priorité, c'est véritablement en éducation, la santé, le travail, les différents services, le public, de mettre tout en place pour lutter contre ce communautarisme. Ce qui veut dire
avoir des mesures d'interdiction, ce qui veut dire dissoudre parfois certaines associations encore davantage, ce qui veut dire interdire certaines pratiques qui se sont installées et qui ne sont pas conformes aux lois de la République, mais ça veut dire là être intraitable avec les lois de la République. Et puis enfin, il y a la question de l'islam, d'une religion. Je m'apprête à voir les représentants du Conseil français du culte musulman. Je vais continuer ce travail, mais il doit être d'abord fait à bas bruit, parce qu'on a souvent échoué, mais qui est de voir comment nos concitoyens, dont la religion est l'islam, peuvent vivre tranquillement leur religion en respectant absolument toutes les lois de la République. On les entendra. Moi, je ne veux pas du tout... Je ne ferai pas une réforme qui nie ce que sont les droits acquis d'individus. Mais je leur dis en conscience, vous ne pouvez pas sincèrement et raisonnablement me dire on va embaucher avec les mêmes règles. C'est pas possible, c'est pas raisonnable. Je veux aller au bout de cette réforme. Je pense qu'elle est nécessaire pour le pays. Donc je la défendrai, peut-être que ça me rendra impopulaire, peut-être que des gens diront c'est insupportable, tout ça pour ça. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages, je ferai tout pour qu'on soit en soutien de nos compatriotes qui seraient bloqués, mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. Bonjour messieurs. Bonjour Ariane. Bienvenue dans ce club. Alors on va revenir sur cette interview d'Emmanuel Macron. 2 temps. On va commencer par la lutte contre le communautarisme. Le chef de l'État qui a dit qu'il ne s'exprimera pas dans l'immédiat, en tout cas sur la laïcité. Il reçoit ce matin le Conseil français du culte musulman et il dit qu'il annoncera dans les prochaines semaines des mesures de lutte contre le communautarisme. Est-ce que Arnaud Benedetti, pour vous, le chef de l'État, doit s'exprimer sur cette question de la laïcité? C'est ce que demande, par exemple, Gérard Larcher hier dans le journal du dimanche. Il y a une attente politique, il y a une attente de l'opinion. On a une actualité qui est particulièrement lourde de tensions. Doit-il le faire justement dans un moment où les tensions sont fortes? Certainement pas. Ceci dit, il dit qu'il ne s'est pas beaucoup exprimé sur le sujet. Il s'est beaucoup exprimé sur le sujet ces dernières semaines. Et il a pris des positions qui parfois pouvaient apparaître comme contradictoires, ou en tout cas ambivalentes. Notamment sa dernière déclaration à La Réunion, où il affirme que la question du voile dans l'espace public n'est pas son problème, et où il relaye ensuite par des propos où il met le doigt sur la fracture qui traverse un certain nombre de zones en France avec une communautarisation de la société. Donc si vous voulez, le voile aussi d'une certaine façon est l'expression de cette communautarisation. Donc il a un discours qui est un discours où il cherche finalement à trouver un point d'équilibre et le point d'équilibre est extrêmement compliqué à trouver parce que sur ce sujet, je pense que c'est une difficulté majeure à laquelle aujourd'hui il se confronte, c'est que sa majorité est divisée et que les positions aujourd'hui du président de la République sont le produit finalement d'une majorité qui est foncièrement divisée sur cette question. Si vous voulez, le en même temps, à la limite, sur la question économique et sociale, ça peut marcher, mais sur des questions qui sont d'ordre civilisationnel quasiment, c'est beaucoup plus compliqué à faire fonctionner. Sébastien Fournier. Oui, tout à fait. Effectivement, la majorité est divisée sur le sujet. On a le sentiment qu'en Macronie, il n'y a pas de corpus. Donc il y a quand même une urgence, je pense, que le président de la République s'exprime. Alors certes, il veut le faire à sa façon. Il ne veut pas qu'on lui impose un tempo, mais il doit s'exprimer. Gérard Larcher, d'ailleurs, l'exhorte à prendre la parole sur le sujet. Je ne pense pas que ce soit un problème de laïcité en tant que tel, je dois dire. C'est plutôt, on va dire, le maintien de la cohésion de la société dont il est question, avec effectivement des formes de radicalisation. Son rôle de père de la nation, c'est ce que disait hier Gérard Larcher. Exactement. Et il y a des formes de radicalisation auxquelles il faut aujourd'hui répondre. On ne peut pas s'opposer aux valeurs de la République de cette façon. Je pense que le sujet est là. Guillaume Dayen. Ben oui, c'est exactement ça. C'est la confusion entre la laïcité et le communautarisme. Absolument. C'est deux choses complètement différentes. La laïcité est une loi qui définit très bien les pratiques et ce qu'il est permis, ce qu'il est licite et illicite. Le communautarisme, c'est bien autre chose. C'est l'intégration sociale d'autres communautés ou leur non-intégration. C'est deux sujets complètement différents. Actuellement, ils sont totalement mélangés. Et je pense que ça crée une confusion encore plus énorme dans le débat public. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a dit que ce n'était pas son affaire, la question du port du voile dans l'espace public, me semble-t-il. Il y a ce sondage qui est paru hier dans le journal du dimanche sur la question de la laïcité, on va en parler. Un sondage qui montre qu'une majorité de Français pense que la laïcité est en danger en France, en tout cas le modèle de 1905, et que la question de la laïcité se pose différemment s'agissant de la religion musulmane, on le voit. Est-ce que ça a de quoi inquiéter ce sondage, Arnaud Benedetti ?
La réalité, c'est que, si vous voulez, la difficulté majeure à laquelle la laïcité est confrontée avec la question de l'islam, c'est que dans l'islam, vous avez une espèce de verrou théologique qui ne fait pas de différence entre le temporel et le spirituel. Ça, c'est une réalité. Alors ensuite, bien évidemment, il y a des pratiques de l'islam qui sont multiples, qui sont variées, et il ne faut pas tout confondre. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, il y a une vraie difficulté. Mais ce sondage ne fait que finalement prolonger d'autres études qui avaient été conduites. Je rappelle qu'il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès récente qui montre à peu près la même défiance d'une partie de nos compatriotes vis-à-vis de la question de l'islam. Et d'ailleurs, ils associent le problème de l'immigration très souvent à la question de l'islam. C'est pas tant le problème de l'immigration qui pose question, c'est in fine la question de l'intégration d'une religion qui est devenue la deuxième religion en France aujourd'hui dans un espace qui est laïque où la séparation du temporel et du spirituel est absolument essentielle. Et c'est vraisemblablement cette difficulté. Alors ensuite, reste à savoir si, d'une certaine façon, le pouvoir politique est en mesure de répondre. Mais ce qu'on voit quand même depuis un certain nombre d'années, et plusieurs présidents de la République se sont cassés quand même d'une certaine façon la tête sur ce sujet, c'est qu'on n'a pas réussi jusqu'à maintenant à réguler les relations entre l'espace républicain et cette nouvelle religion qui est devenue la deuxième religion de France. Sébastien Fournier. Oui, moi je le redis, je ne pense pas que ce soit encore une fois de plus un problème sur cette question-là. Je crois qu'on a en effet une menace sérieuse. Il ne faut pas tomber dans la parano non plus, dans la paranoïa. Il ne faut pas non plus tomber dans la naïveté. Il y a effectivement il y a une menace de la cohésion de la nation. Il faut pouvoir y répondre. Je pense que la réponse, ce n'est pas simplement, par exemple, en prenant des dispositions, des lois sur l'interdiction du port du voile dans l'espace public, par exemple. Non, c'est bien entendu l'éducation d'abord. Je crois qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire sur les valeurs de la République. Pourquoi certaines catégories de personnes, pourquoi une partie de la population n'adhérerait plus aux valeurs de la République? Ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Je crois qu'on doit y travailler. Donc il y a effectivement une question d'éducation, une question d'éducation, bien entendu, dans l'éducation nationale d'abord, mais aussi une question dans les quartiers. Parce qu'il y a une ghettoisation quand même qui s'opère, dans des quartiers dans lesquels le fondamentalisme fait son lit. Il y a une réalité. Et ça, pour cela, il faut, je crois, lutter contre ça. Il y a des réponses à apporter, très précisément. Un mot sur la lutte contre la radicalisation, Guillaume Doyen. Hier, dans son interview au Journal du Dimanche, Gérard Larcher dit que les maires ont un rôle particulier à jouer pour détecter toute forme de dérive violence. Il dit ça en réponse à Emmanuel Macron qui appelle à une société de la vigilance. Oui, il y a un plan national de lutte contre la radicalisation. Les maires doivent travailler auprès de leurs agents pour les détecter, ceux qui sont des agents à risque éventuellement. Et ils ont également les moyens, les départements aussi, de créer des cellules pour travailler auprès des jeunes, pour détecter les signaux dits faibles, pour leur expliquer effectivement comment ils peuvent trouver de l'aide. Donc il y a quand même les collectivités qui peuvent travailler là-dessus. Oui, c'est évident. De toute façon, à partir du moment où c'est à l'État, d'une certaine façon, d'essayer de détecter justement les signes de radicalisation, le maire, je rappelle, est aussi le représentant de l'État. Donc, en l'occurrence, il est tout à fait dans sa mission de participer à ce travail. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Il y a quelque chose de très important. C'est que, finalement, pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui? C'est qu'aussi, la République a abandonné, finalement, ce qui faisait son modèle. Le modèle, c'était le modèle de l'assimilation, le modèle assimilationniste. On l'a remplacé par le modèle de l'intégration, c'est-à-dire finalement le fait qu'un certain nombre de différences sont acceptables dans une société. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les différences qui s'expriment dans une forme de diversité culturelle sont des différences et des diversités que nous n'arrivons plus à dissoudre dans un ensemble national. Et c'est ce qui explique d'ailleurs fort bien Jérôme Fourquet dans son dernier ouvrage sur l'archipélisation de la société française. Nous avons une société qui, parce qu'elle est de plus en plus inégalitaire, est de plus en plus fracturée. Et la fracturation de cette société fait qu'un certain nombre de communautés se replient sur leur identité. Alors, dans cette interview à RTL, Emmanuel Macron est également revenu sur la méthode, un premier bilan, et le chef de l'État le dit, il reste à l'écoute des Français. On va l'écouter. Je ne peux pas vous dire que je suis un autre homme. J'ai appris que dans plusieurs situations, je n'avais pas réussi à me faire comprendre, ou plus exactement, qu'à vouloir faire bouger les choses avec impatience, énergie, j'avais parfois blessé des gens ou donné le sentiment que je voulais changer le pays contre les Français eux-mêmes. Ça a parfois été utilisé, c'est normal, par des raccourcis de manière comique ou par les oppositions de manière politique. Tant pis pour moi, c'est ma faute.
J'ai appris, ce que je pourrais dire, j'ai beaucoup appris. Et je n'en tire pas la conclusion qu'il faudrait arrêter de bouger et maintenant, en quelque sorte, courir après les gens pour colmater les plaies. Non. Mais qu'il faut le faire en prenant le temps, en choisissant son rythme et en étant respectueux et à l'écoute. Arnaud Benedetti, on a l'impression que c'est un peu devenu traditionnel pour Emmanuel Macron. À chaque interview, son mea culpa. Oui, c'est ce que je pensais en écoutant. En effet, le mea culpa, ça devient une figure de rhétorique du président de la République. Mais on sent bien qu'il est dans une séquence dont il mesure finalement la densité éruptive avec cette réforme à venir sur le régime de retraite. Le problème, c'est qu'il y a une autre partie de l'interview qui est intéressante, puisqu'il dit que finalement il ne montrera aucun signe de faiblesse. Bien évidemment, on attend d'un chef de l'État qui ne montre aucun signe de faiblesse, mais ce type de petite phrase au moment où vous vous lancez dans une négociation, dans un dialogue, peut être aussi perçu par les partenaires sociaux comme finalement, disons, une position assez intransigeante sur le reste de la réforme. Donc on va voir comment ça va se passer. Il ira jusqu'au bout, sans faiblesse, sans complaisance. Sans faiblesse et sans complaisance. Donc on dit, si vous voulez, il y a une forme d'injonction paradoxale. On leur dit, on veut débattre, mais en même temps, finalement, on ne montrera aucun signe qui soit un signe d'ouverture d'une certaine manière. Allez, Guillaume Doyen, c'est l'heure du moment que vous attendez. Tous les lundis, on va aller à Amiens retrouver nos partenaires du Courrier Picard. Bonjour, Mickaël Tassard. Vous êtes le rédacteur en chef du Courrier Picard. Nous sommes ensemble donc tous les lundis pour parler de votre opération Picavenir, grand sondage de plusieurs semaines. Vous interrogez les habitants de la Picardie sur différents thèmes. Et la semaine dernière, vous les avez interrogés sur l'agriculture. L'agriculture, bonjour Oriane, tout à fait. La question de l'agriculture, c'est plutôt de savoir quelle agriculture pour les 10 ans qui viennent, soit cette agriculture bio qui a le vent en poupe, mais seulement 3% des exploitations en Picardie font du bio aujourd'hui. Donc on voit que cette région part de très loin. D'un autre côté, elle est connue davantage pour un modèle un peu plus intensif, avec son emblème peut-être la ferme des 1000 vaches, avec des lecteurs qui s'interrogent sur le bien-être animal, et un ancien éleveur qui répond lui au contraire qu'il faut s'interroger sur quel modèle on veut pour l'agriculture en Picardie, puisque s'il n'y avait pas ce modèle-là, sans doute que l'agroalimentaire, très présente également dans la région, irait s'approvisionner ailleurs en Europe et notamment en Allemagne pour ce qui concerne le lait. À tel point qu'un chercheur de l'Institut Lassalle dans l'Oise s'interroge lui très clairement et met les deux pieds dans le plat en disant: y aura-t-il encore des agriculteurs dans cette région en 2029 si l'agriculture n'a pas choisi le bon chemin, le bon chemin qui s'ouvre à elle pour les années qui viennent. Et cette semaine, c'est un tout autre thème, Mickaël, puisque vous allez les interroger sur le sport. Voilà, donc on passe vraiment d'un thème à l'autre, puisqu'on va parler sport cette semaine. Sport qu'on différencie en deux catégories, le sport professionnel d'un côté, le sport amateur de l'autre. 400 000 Picards sont affiliés à une association sportive qui, eux aussi, ont connu cette migration vers l'île consécutive à la fusion des régions, puisqu'aujourd'hui, la grande majorité, l'immense majorité des ligues sportives n'ont plus de siège en Picardie, mais sont parties à Lille. Donc, qui crée une sorte d'incertitude dans le monde du sport amateur, qui lui aussi doit s'inventer son propre avenir. En cela, il y a tout lieu de prendre pour exemple le sport professionnel, puisque depuis 3 ans, Amiens dispose d'une équipe de football en Ligue 1, et incontestablement, au-delà des exploits sportifs, c'est un motif de fierté pour les habitants de cette région, puisque c'est la première fois que le club dispose d'une équipe en L1, et que tout le monde bombe un peu le torse ici, et puis on est quand même très très fiers. Et puis avec un beau résultat ce week-end pour l'équipe d'Amiens qui a fait match nul face au Vert de Saint-Étienne. Tout à fait. On va regarder votre une, Mickaël Tassard. Ruralité, il faut sauver les bistrots. Oui, tout à fait. C'est le plan qu'a lancé l'État, et la Picardie est touchée au premier chef, puisque durant ces dernières années, on a vu des tas de petits bistrots de campagne comme ça mettre la clé sous la porte faute de clients. Parce que le modèle change, les gens ne se retrouvent plus dans ces petits bars pour créer du lien social. Nous, on trouve ça très dommage, et donc on espère que ce plan lancé par l'État, soutenu par la région également, qui aide le commerce en milieu rural, va permettre de redonner de la vie dans les campagnes.
Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été en direct avec nous depuis Amiens. Et on vous retrouve donc lundi prochain. On va passer, messieurs, au prochain thème de ce club. Et c'est avec vous, Alex Poussard. C'est ce vote de l'Assemblée de Corse. Vendredi, les élus qui ont voté la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est le thème de votre chronique Territoire Vert cette semaine, Alex. Et oui, les élus corses qui ont prévu les investissements de la collectivité pour développer l'énergie, notamment développer les énergies renouvelables avec un objectif, l'autonomie énergétique de la Corse en 2050. La Corse fait un pas vers l'autonomie, mais pas vers l'autonomie politique. L'autonomie énergétique, notamment grâce au développement de l'énergie solaire, puisqu'une centrale photovoltaïque dernière génération a été inaugurée récemment à Giuncagio en Haute-Corse avec des panneaux solaires pas comme les autres, c'est-à-dire qu'ils produisent de l'énergie mais ils permettent également de la capter grâce à des batteries lithium qui conservent l'énergie et la réinjectent dans le réseau durant les pics de consommation entre 18h et 20h. Ces batteries lithium, c'est intéressant, elles sont fournies, gérées par l'américain Tesla qui fabrique les fameuses voitures électriques et cette technologie de solaire avec stockage, elle se développe en Corse puisqu'il y a actuellement 4 centrales implantée. Alors il faut rappeler les difficultés de l'île de Beauté à obtenir de l'électricité car elle fait partie d'une zone qui n'est pas connectée au réseau électrique métropolitain français. Donc le parc nucléaire français, on oublie. Alors il reste 2 solutions à la Corse pour obtenir de l'électricité. Eh bien d'en importer d'Italie. 30% de l'électricité corse est importée d'Italie car il y a une connexion avec le réseau italien. Et puis la deuxième solution, eh bien, c'est de produire soi-même l'énergie. La moitié de l'électricité consommée par les Corses est produite par ces centrales thermiques, 20% à partir des barrages hydroélectriques. Alors quelle place pour le solaire dans ce mix énergétique ? Eh bien une place assez conséquente puisque ces 4 centrales solaires assurent la consommation de 10 000 habitants, soit 3% pour l'instant des besoins de la Corse. Pour obtenir l'autonomie énergétique en 2050, c'est simple, il faut multiplier par 10 le parc solaire en Corse. D'ici 2050, ça paraît quand même assez faisable. Vous êtes très optimiste, Alex, c'est bien. Guillaume Doyen, qu'est-ce que vous pensez de cet objectif ? Je vous trouve optimiste. Parce qu'en effet, on a beaucoup de collectivités locales aussi sur le continent, bien reliées au réseau EDF, RDF classique, qui, elles, quand même, ont installé aussi ce type de centrale photovoltaïque. Bon, très bonne idée, d'accord, mais cela dit, le rendement est quand même pas génial. Quand on voit les surfaces établies et le nombre de foyers qui peuvent être alimentés, qui peuvent être alimenter et éventuellement consommer complètement avec ça, non, il faut rester quand même prudent, quoi. On a encore besoin du nucléaire quelque temps, là. Oui, enfin, il y a 3 sujets, si vous voulez, pour la majorité nationaliste en Corse. Il y a le sujet des déchets, dont on parle peu, mais qui est un vrai sujet. Il y a la question des transports, et il y a la question de l'autonomie énergétique. La réalité, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un acte politique qui est mené par la collectivité territoriale de Corse qui veut montrer qu'elle prend à bras-le-corps des sujets qui n'ont pas été réglés par les majorités précédentes. Donc elle veut montrer qu'elle est capable de faire. Elle est, disons, dans le test, disons, de la volonté de montrer qu'elle est une force de gouvernement qui est capable, à un moment donné, de résoudre les problèmes auxquels est confrontée la société corse. Après, sur le fond, c'est-à-dire sur la question de l'autonomie énergétique, en effet, je rejoins ce que vous dites, c'est qu'on est encore quand même très loin de la possibilité de réaliser cette autonomie, compte tenu quand même des moyens qui sont utilisés. Et la question, en effet, pour la Corse aujourd'hui, est d'arriver à obtenir une autonomie, mais le problème, c'est qu'on sait très bien qu'elle se confronte à un certain nombre de difficultés structurelles depuis de très nombreuses années. Sébastien Fournier, finalement, mettre en place ces technologies de pointe pour anticiper la transition énergétique, mettre en avant les énergies renouvelables, est-ce que ça peut servir d'exemple à d'autres collectivités ? Oui, et puis sur la question de l'autonomie énergétique, ce qu'on appelle l'autonomie, c'est de pouvoir produire sa propre énergie, quelle que soit la source, quelle que soit la façon dont on le fait. C'est pas le problème en soi, l'autonomie, c'est plutôt la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. L'autonomie, tout le monde la réclame, je vais vous dire, honnêtement. Pas que la Corse qui fait pas comme tout le monde, mais je n'ai rien contre les Corses, bien entendu. Surtout qu'il y en a 2 sur Splash, attention. C'est pour ça que je me suis permis cette petite. En effet, beaucoup de territoires en France veulent parvenir, et je pense notamment aux métropoles, parvenir à cette autonomie énergétique, veulent faire leur produire leur propre énergie, leur propre électricité. Le problème, c'est qu'on voit bien sur cette question-là qu'on bute aussi sur l'accès pour
pour toutes les personnes, quelles que soient les personnes des métropolitains qui habitent en métropole ou en dehors, un accès à la ressource de la même façon. Donc c'est toujours le discours entre les Girondins, les Jacobins, qui ne cesse pas dans ce pays. On va passer au dernier thème de ce club, un classement préoccupant pour la France qui a été publié. La France qui chute au classement mondial sur l'entretien des routes. Avant d'en parler, regardez les explications de Cécile Sixou. Des chaussées à renouveler, des nids de poules, des ponts endommagés. Les routes françaises sont de plus en plus en mauvais état. Récompensées en 2012 pour leur qualité, les infrastructures routières françaises étaient 7e l'an dernier et sont passées 18e au classement mondial cette année. Une chute vertigineuse due à un manque d'investissement. Entre 2013 et 2016, l'argent consacré au réseau routier a baissé de 25%. Autre cause de cette dégradation, la hausse du trafic et notamment celui des poids lourds qui a augmenté de 5% entre 2002 et 2017. Enfin, les conditions climatiques comme les intempéries et les hivers rigoureux dégradent plus rapidement les routes. Le gouvernement a annoncé l'an dernier un plan de sauvetage des routes nationales. Chaque année, il compte investir 1 milliard d'euros pour entretenir et remettre en état le réseau. Pour les professionnels, si rien n'est fait maintenant, 62% des routes seront dégradées en 2037 contre 29% aujourd'hui. Guillaume Doyen, il y a de quoi s'alarmer ? Oui, il y a de quoi s'alarmer. C'est la conséquence directe du tour de vis sur les finances publiques qui a eu lieu depuis Hollande. En fait, les routes en France aujourd'hui, il y a 1 million de kilomètres, mais elles sont quasiment toutes aux collectivités locales. L'État, c'est presque rien. Il possède peut-être 9 ou 10 000 kilomètres de réseau et le réseau concédé, c'est pas grand-chose non plus. Donc les 2/3 sont aux collectivités locales et il y en a encore un tiers au département. Donc ça a été assez facile pour elles, dans un certain nombre d'endroits de France, de réduire leurs dépenses sur les routes. Et en fait, les effets sont décalés. C'est une dette que vous décalez, en fait, le long d'entretien d'un réseau. Ça ne se voit pas tout de suite, mais effectivement, on arrive en 2019 au moment où on commence à voir les nids de poules et les bords des routes s'affaisser. Sébastien Fournier, problème de moyens, problème d'investissement. Oui, plus de 20% quand même. C'est plus de 20% d'investissement en moins, je crois, sur les 5 ou 6 dernières années. Oui, attendez, sous le quinquennat précédent, c'est 11,5 milliards de ponctions qui ont été réalisées sur le budget des collectivités locales, enfin sur les fameuses dotations aux collectivités locales. Et puis, la chose continue d'une certaine façon, puisque aujourd'hui, on n'est plus dans la baisse des dotations, mais on est quand même dans la limitation de la hausse de la dépense. Ce qui revient à peu près à la même chose, très honnêtement, mais on n'est plus dans les mêmes mesures. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'on en arrive là, effectivement. Sur les dépenses d'équipement, c'est des premiers postes auxquels, effectivement, on fait l'impasse aujourd'hui. Enfin, on fait l'impasse. La France était quand même première en 2012 sur ce classement. Là, aujourd'hui, elle est 18e. C'est un effondrement notable, mais en effet, qui se traduit, tout le monde l'a dit autour de cette table, par un assèchement des finances locales. Mais ça pose la question aussi de la sécurité. Parce que, souvenez-vous, quand le gouvernement a pris la mesure qui a été fortement contestée, et qui est une des mesures d'ailleurs qui était à l'origine de la crise des légendes, de la baisse de 90 à 80 km/h, il y a un certain nombre de présidents de conseils départementaux qui ont alerté à ce moment-là, non seulement sur la verticalité de la mesure extrêmement difficile à subir pour leur population, mais aussi sur le fait que le vrai problème auquel ils se trouvaient confrontés aussi, c'était l'état des routes, et que c'était vraisemblablement là qu'il fallait investir pour aussi faire en sorte que les gens puissent se mouvoir en toute sécurité dans leur département. On parle de l'état des routes, mais le Sénat a aussi alerté sur l'état des ponts, Alex. Et oui, les sénateurs ont travaillé pendant plusieurs mois sur la sécurité des ponts en France, en réaction notamment à l'accident, à l'effondrement du pont de Gênes, et les sénateurs ont été un peu ahuris par les découvertes qu'ils ont faites en visitant tous les ponts de France, avec des chiffres assez inquiétants. Sur à peu près 200 000 ponts en France, il y a 25 000 ponts qui doivent être reconstruits avec urgence. Et par département également, il y a à peu près 5 ponts en moyenne qui doivent être détruits de toute urgence, car ils sont trop dangereux. Et pareil, ils font le même diagnostic, c'est le sous-investissement, la baisse de l'investissement des collectivités en matière de voirie. Moi, j'avais un chiffre, c'était moins 30% en 10 ans, et il demande à l'État de faire un plan d'aide pour la sécurité des ponts d'auteur de 120 millions d'euros. Oui, c'est davantage, parce que je disais, c'est pas 20%, 30%. Donc. Oui, c'est toujours le même problème, ce manque d'investissement, ce manque d'entretien des ouvrages publics, finalement, Guillaume. Ouais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a suivi la voie, si j'ose dire, la voie allemande, qui, elle, contrôle bien ses dépenses publiques, mais on s'apercevait que le réseau allemand, les infrastructures allemandes, étaient de plus en plus dégradées, qu'elles n'avaient fait que reporter des dépenses, etc. Et au bout de 5, 6, 7 ans, là, maintenant,
de régime sec, on s'aperçoit que la France a suivi la même route et qu'on est dans les mêmes ennuis. Allez messieurs, on va terminer avec nos partenaires des télés locales. On va parler de la grippe. La campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 15 octobre dernier et cette vaccination, elle fait désormais partie des missions des pharmaciens qui se portent volontaires. Il y a eu une expérimentation dans plusieurs régions, mais devant le succès de ce dispositif, de cette expérimentation, eh bien, elle a été étendue à l'échelle nationale. On va regarder ce reportage en Bretagne avec les équipes de nos partenaires de TVRN. Une nouveauté cette année dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe. Tous les pharmaciens volontaires peuvent désormais la pratiquer après déclaration à l'Agence régionale de santé. Testée l'hiver dernier, cette généralisation de l'acte de vaccination a été jugée plus que nécessaire par la direction régionale du service médical. Il faut savoir que le seul moyen de se protéger contre la grippe, c'est la vaccination. Ça peut faire mal aussi avec des complications, des hospitalisations, voire des décès chez les personnes qui sont fragilisées. Donc c'est dans ce sens-là que le message est de passer et non pas de dire que c'est parce que c'est le vaccin qui fait mal. Depuis le lancement de la campagne cette année, la pharmacie de Bréquigny à Rennes, agréée par l'ARS, accueille les personnes ayant reçu le bon de vaccination. J'ai décidé d'être pharmacien volontaire pour la vaccination antigrippale à l'officine qui aujourd'hui est généralisée, dans la mesure où je considère que j'ai un message à transmettre pour la promotion de la vaccination et également que par le biais de l'officine, je facilite et simplifie l'accès de mes patients. Je porte un badge qui signifie bien que je me vaccine pour protéger mes patients, donc un intérêt individuel mais collectif pour limiter la transmission du virus. Face à cette maladie qui a causé près de 10 000 morts en France en 2018, la campagne va se poursuivre jusqu'au 31 janvier 2020. En Bretagne, 850 pharmacies sur les 1047 que compte la région peuvent pratiquer la vaccination contre la grippe cette année. Allez, puisqu'on est en Bretagne, c'est à vous Alex pour votre revue de presse régionale. La revue de presse de la presse quotidienne régionale. Et on va commencer par la dépêche du midi avec un visage qui revient à peu près dans beaucoup de titres de la presse régionale. Le visage du chef de l'État islamique qui a été tué lors d'une intervention de l'armée américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Le chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, qui se serait donné la mort en déclenchant sa ceinture d'explosifs lors de cette intervention. On va continuer avec l'Est républicain. Et oui, l'Est républicain qui met le focus sur la viande locale qui est vendue à 100% dans les supermarchés de l'agglomération de Nancy. C'est une opération qui a été lancée par l'association des producteurs de la production animale de l'Est, l'APAL, pour permettre à tous les consommateurs des supermarchés d'avoir de la viande produite dans un rayon de 20 à 40 km, avec le président de cette association qui maintenant lance la balle dans le camp des consommateurs en disant voilà, maintenant c'est aux consommateurs de nous dire et de nous montrer s'il veut vraiment encourager une agriculture locale et de qualité, alors que les agriculteurs français ne vont pas très bien. Ils étaient notamment sur les routes la semaine dernière. Et le Progrès s'intéresse à l'absentéisme des élus. Et oui, les élus à l'amende à la une du Progrès de Lyon, car le journal lyonnais s'est procuré l'état de présence des conseillers de la métropole lyonnaise sur la période 2015 à 2019, un état de présence qui permet de faire une jolie double page dans le journal lyonnais, de connaître les règles en matière de présence, également les sanctions auxquelles sont soumis les élus, et également de faire un petit palmarès des élus lyonnais les plus absents. Et on voit que dans ce palmarès, l'ancien ministre Gérard Collomb tient une bonne place, 4e position, avec 24 jours d'absence en 4 ans. Alors Gérard Collomb avait une bonne excuse, il a été ministre de l'Intérieur pendant 1 an et demi, et il a eu des retenues sur salaire, on le voit au total 16% de retenues sur son salaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les réactions des élus quand on les interroge sur leurs absences, et parfois il y a des réponses assez curieuses. On va prendre l'exemple du conseiller régional Rassemblement National, Christophe Boudot, qui lui conteste les chiffres du Progrès de Lyon. Il le dit: je n'ai pas été absent 16 fois, comme vous le dites, mais une seule fois. Je suis le plus assidu de cette assemblée. Et puis quand on lui met les preuves sous les yeux, finalement, il reconnaît, oui, avoir été absent 4 fois pour 4 arrêts maladie non justifiés au service. Et puis pour les autres absences, oui, effectivement, c'est sûrement vrai.
avec en moyenne, il précise, une absence par trimestre. Donc voilà, certains élus ont encore des progrès à faire en matière de présentéisme. Ah, c'est comme à l'école, finalement, dans les conseils régionaux. Allez, merci, messieurs. On va terminer avec vos unes. La une d'Objectif Métropole de France. On en a parlé, les métropoles si riches, si pauvres. Sébastien Fournier. Vous voulez faire 20 secondes ? Oui, rapidement, on a enquêté effectivement dans les métropoles, voir si celles-ci sont véritablement des monstres de richesse, si en effet elles captent toutes les richesses. Donc non, la réalité est assez différente, elle est beaucoup plus nuancée. S'il y a des riches, effectivement dans les métropoles, il y a aussi des très pauvres. La revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti, la revue politique et parlementaire sur l'Europe. Non, le prochain numéro est consacré à la science, mais il arrive bientôt. Mais on l'a pas encore le prochain, vous viendrez nous en parler. La science à l'épreuve de la société au moment où le CNRS, le premier organisme de recherche en Europe, commémore son 80e anniversaire. Eh bien, il est né en octobre 1939. Nous en parler. La Gazette des communes, on a le bon numéro. La presse territoriale joue sur tous les tableaux. Et puis, en cette semaine de la Toussaint, dossier sur le funéraire public qui se bat pour sa survie, Guillaume Doyen. Absolument. La presse territoriale, il ne suffit pas de faire, il faut encore le faire savoir qu'on fait bien les choses quand on est une collectivité. Et nos traditionnels dossiers. Sur le funéraire. Voilà. C'est à lire dans la Gazette des communes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. L'invité politique Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. On vous attend demain. Très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous a présenté le Club des territoires.